Laura. Bonjour, bonjour. Laura, on est très heureux de vous avoir comme invité dans le podcast Le Bonheur c'est les autres. Également, de même. Je l'espérais depuis longtemps, parce qu'on avait la chance de se connaître un tout petit peu via les réseaux sociaux et via des amis en commun. Mais merci beaucoup de m'avoir fait cet honneur d'être là ce matin, à l'Écuge. Vraiment, le plaisir est partagé. Et puis en plus, vous m'avez dit que vous le faites en confiance parce que vous n'avez pas voulu volontairement écouter d'autres épisodes. Voilà, exactement. Afin d'arriver complètement fraîche. Pour pas être influencé. Exactement. Alors Laura, bon, c'est un peu désobligeant de dire qui vous êtes, mais on va quand même, notamment pour les jeunes générations, s'il y en a qui nous écoutent, vous présenter rapidement. Vous êtes une chanteuse extraordinaire. Vous avez fait un groupe à un moment donné qui s'appelait Native, qui était extraordinaire aussi, où vous avez rencontré le succès très très rapidement, dès le début. Oui, c'est une chance incroyable. Voilà. Oui. Avec une chanson qui a fait le tour du monde, qui s'appelait... J'en sais rien. Comment ça, vous en savez rien? Si la vie me donne ça. Ah d'accord, ok. Qui a été, je sais pas combien de semaines, dans le top 10 du top 50. Oui, plusieurs semaines, oui, effectivement, ouais. Et qui vous a valu, dans le top 10, ouais. Et qui vous a valu dans l'année qui suit une victoire de la musique avec votre sœur, puisque c'était un duo, on se rappelle, avec votre sœur qui s'appelle toujours Chris. Oui, c'est ça. Et voilà. Et depuis, vous avez fait plein de choses. Je suis allé imprimer un petit peu sur internet tout ce que vous aviez fait plein de choses. Et finalement, il y a plein de gens qui ne le savent pas. Donc déjà, comment vous présentez aujourd'hui? Vous dites quoi? Votre Écoutez, je me suis posé cette question, c'est marrant, c'est lors d'une conversation à la maison pendant la fête de Pessah qu'on vient de passer. Je me souviens avoir prononcé ces mots moi-même et avoir pris un peu le vertige de tout ce que j'avais vécu. Et je me souviens avoir regardé mon mari droit dans les yeux et je lui ai dit, tu sais, j'ai déjà entendu des gens me dire ça, mais aujourd'hui, avec le recul et l'âge avançant, bientôt une 60aine d'années, je me rends compte que mon parcours est exceptionnel et pas au sens narcissique du terme, même si le narcissisme est inhérent au métier d'artiste, mais c'est au sens de la reconnaissance, voilà. De reconnaître que j'ai pris des chemins de traverse pour obtenir une reconnaissance dans plein de domaines et contrairement à tout ce que l'on m'a opposé lorsque j'étais plus jeune, parce que les gens ont peur, on va dire c'est par mesure de sauvegarde, quelque part, on essaye de prévenir la possibilité d'un échec, ce qui est un petit peu dommage dans notre société, particulièrement en France. Eh bien, contrairement à tout ce qu'on m'a dit, j'ai réussi tout ce que je m'étais promis de faire. Je ne sais pas si j'ai résumé, mais... Si. Votre parcours est impressionnant. Et effectivement, alors en 2021, vous avez sorti pour les 30 ans de Native. On rappelle juste que le duo, malheureusement, s'est séparé au milieu des années 90. Mais Native continue, je continue seule, contre vents et marées. Le duo est devenu un solo. Mais donc vous avez sorti pour les 30 ans, pour fêter les 30 ans, comment on peut dire, un best-of que vous aviez appelé, Oui, c'était un best-of, le Native Story. En fait, c'était parce que ça sonnait mieux qu'en français, Native Histoire, l'histoire de Native. Enfin bon, Native Story, c'était l'occasion de revenir en musique, vraiment sur vraiment les moments qui ont jalonné l'histoire du groupe, mais aussi de cette famille, de cette fratrie, et puis cette position dans le monde, jusqu'à effectivement la séparation. Et donc, effectivement, l'album se clôture par Petite Sœur, une chanson donc, que j'ai écrite à l'origine, pas du tout pour Native, mais que j'avais écrite pour une artiste vraiment magnifique, que j'aime beaucoup, mais je me souviens, lorsqu'elle a entendu cette chanson, la chanson s'appelle Petite Sœur, donc elle parle vraiment de toutes ces choses qui se passent au sein d'une famille et qui font que parfois, le dialogue est facile, mais aussi, malheureusement, parfois, le dialogue est très, très difficile. Et je me souviens que quand elle avait entendu cette chanson, elle s'était mise à pleurer. Et je pensais que c'était parce qu'elle était déçue. Et en fait, elle m'a dit « Non, mais tu touches quelque chose qui... Si je chante cette chanson, les gens de ma famille vont me demander « Mais attends, qu'est-ce que tu veux dire avec cette chanson ?» Et donc, j'ai compris que cette chanson remuait des choses et je me suis dit, le mieux serait que je la chante moi. Et voilà. Mais c'était qui cette chanteuse? Ah non, l'histoire ne le dit pas. D'accord. Vous me le direz en off. Peut-être.
donc, bon, vous avez effectivement fait plein de choses dans le domaine de la musique, en France, mais pas seulement, en Suisse, au Canada et compagnie. C'est impressionnant, encore une fois, je renvoie nos auditeurs à tout votre parcours qu'on peut retrouver relativement facilement sur Internet. Et aujourd'hui encore, donc vous chantez, vous faites quoi aujourd'hui ? Aujourd'hui, je chante, j'ai un petit peu ralenti, en fait, surtout après le Covid, parce qu'il se trouve que j'ai été demandée en mariage. Et que j'ai accepté et que du coup je me suis focalisée sur mon foyer. Voilà. Donc voilà, ça a été vraiment l'occasion de se recentrer un petit peu sur l'intérieur de mon foyer, de mes attentes et puis aussi de ce que j'ai à donner, quoi. Et voilà, ce qui fait que la musique m'a beaucoup moins intéressée, d'autant plus que le Covid a été l'occasion de commencer à faire ressortir beaucoup de choses. On a vu beaucoup d'opposition, plus personne n'est d'accord sur rien, en tout cas sur les grandes lignes, plus personne n'arrive à s'accorder. Et donc du coup, je me suis dit, le mieux est de ne pas rentrer dans la mêlée et de me focaliser sur ce qui est quand même le plus important pour moi. En attendant que les choses peut-être se calment, s'apaisent, ce qui n'est absolument pas le cas aujourd'hui. Mais quand on est artiste, il faut savoir retranscrire un petit peu ce qui se passe, ce qu'il se dit, mais en même temps essayer d'apporter une pierre à l'édifice, apporter une idée qui permette d'entrevoir une autre voie, une autre direction. Voilà. Et j'avoue que je trouve ça très très compliqué aujourd'hui. Alors, je remonte sur scène de temps en temps. On m'a proposé des fois de participer à des événements, certains pour lesquels j'ai accepté, d'autres pour lesquels j'ai refusé. Voilà, ça me donne l'occasion de remettre un pied à l'étrier. Et puis voilà. Alors, on aurait adoré vous entendre chanter dans ce podcast. Malheureusement, on ne va pas le faire parce que... Malheureusement, ou même éventuellement, j'aurais bien voulu diffuser des extraits de vos plus belles chansons, mais les droits d'auteur étant ce qu'ils sont et la façon de les gérer étant ce qu'ils sont, par YouTube notamment, mon épisode serait rejeté, puisque ça a été le cas par exemple avec Marc Fichel, que vous connaissez sans doute, où j'avais mis un extrait de son nouvel album et l'épisode a été rejeté par YouTube. Donc malheureusement, je le ferai pas, mais en tout cas, j'invite tous les auditeurs à écouter Laura Main chanter et écouter Native chanter. Et c'est une expérience incroyable, avec des inspirations à la fois R&B, soul, pop. Voilà, vous avez plein d'inspirations différentes, classiques même parfois. Et c'est, voilà, vous avez, on va dire que je cire les pompes de mes invités, mais vous avez une voix magnifique. Si peu. Vous avez une voix magnifique. Merci. Juste avant qu'on attaque le questionnaire du bonheur c'est les autres, est-ce qu'on peut en savoir un peu plus sur votre famille? On connaît Chris, donc votre sœur. On connaît, je crois, on a connu à un moment donné votre frère aussi. Oui. Donc vous avez un frère, une sœur. Un frère et une sœur. Ouais. Et donc quels étaient à la base, ils venaient d'où vos parents, etc. Alors, tandis qu'on entend des cloches dans le fond. Oui, nous sommes en France. Ouais. En fait, mon père est né en Guadeloupe et ma mère est née en Martinique. Mon père était militaire de carrière, fonctionnaire jusqu'à la fin de sa carrière. Et puis, on peut dire que c'est quelque chose qui est très récurrent en tout cas qui est très important dans la famille, en tout cas de mon point de vue, parce que mon grand-père, qui est encore en vie aujourd'hui, qui va sur ses 105 ans, était aussi militaire de carrière. Et c'est vrai qu'on a en tout cas, moi, ça m'a comment dirais-je, ça m'a donné un cadre pour fonctionner, même s'il y a des moments où je me suis un peu rebellée, mais parce que c'est normal dans l'évolution d'un individu, mais c'est vrai que ce cadre aujourd'hui, je le reconnais comme étant quelque chose qui me permet de fonctionner dans la vie, dans le monde. Et particulièrement d'ailleurs, même après les années au conservatoire, m'ont fait quelque part toucher du doigt ce qu'était un peu C'était très, très militaire en fait, dans les années 70 lorsque je suis rentrée au conservatoire. Et ça, c'est grâce à mon père. Donc mon père est le musicien de la famille. Il a appris à jouer de la guitare à l'armée. J'ai diffusé déjà sur les réseaux sociaux des photos de lui à l'armée avec sa guitare. Et c'est lui qui le premier... Vous savez, il y a des choses qui se passent et des choses qui se disent
disent dans l'enfance, des dialogues que vous avez avec vos parents, des choses qui sont dites, des choses qui ne sont pas dites, mais qui par des regards sont induites. Et puis vous finissez avec le temps par finir par les comprendre. Et c'est ça qui est d'ailleurs très intéressant, c'est que vous n'avez pas tout de suite les clés en fait. C'est au fur et à mesure que vous vivez votre vie que d'un seul coup, des moments vous reviennent et vous comprenez ce que votre père, votre mère essayaient de vous dire. Et j'ai compris qu'en fait, c'est mon père qui a découvert que j'avais une voix et que je savais chanter. Et donc, il me donnait les textes et il m'accompagnait à la guitare. Et je voyais à quel point il était émerveillé. Je l'ai vu même parfois beaucoup plus tard se mettre dans un coin de la pièce et m'écouter jouer quand pendant quelques mois il a vécu à la maison avec moi et ça a été un moment très très particulier. Il y a cette anecdote, c'est que dans les années 70, pour des Français moyens, un enfant qui fait de l'athlétisme mais qui fait aussi du piano, du solfège, qui va au conservatoire et qui veut réellement se donner les chances de pouvoir apprendre et vraiment évoluer dans la musique classique, il faut avoir un instrument. Donc mes parents se sont endettés. Ce qui est extraordinaire, c'est que mes parents se sont endettés sur 20 ans en achetant un piano droit, un Rippen, qu'ils ont acheté en 1977. Et 20 ans plus tard, ma mère m'a remis le document de la banque attestant que le piano avait enfin été fini d'être remboursé. Et c'était l'année où nous faisions 3 Olympias, ma sœur et moi. Magnifique. Donc voilà, c'est pour moi c'est ce que j'ai dit, c'est que mon père m'a donné un métier. Il a su voir mon potentiel et sans me dire qu'il fallait que je le fasse, il m'a simplement un jour posé cette question et ça je m'en souviendrai toute ma vie. Est-ce que tu as envie de jouer de la musique? Est-ce que ça t'intéresse? Et j'ai dit bah oui. Alors quel instrument tu voudrais faire? Et là tout de suite j'ai dit du piano. Et voilà, c'est comme ça que l'histoire a commencé. Ma mère est beaucoup moins mélomane. Elle aime la musique bien sûr, mais ça n'est pas, on peut pas dire qu'elle chante juste. et voilà. Alors on va attaquer le questionnaire du bonheur c'est les autres et je vais vous demander directement, spontanément, c'est quoi la définition que vous donnez au bonheur? Comment vous définissez le bonheur? Le bonheur, c'est les autres, comme dirait l'autre. Non, le bonheur... Vous savez, il y a quelque chose qui me revient depuis ce matin. Je ne savais pas du tout que ce serait, d'ailleurs, ou alors j'avais oublié, en tout cas, que ce serait un questionnaire qui... Ça démarre là-dessus, mais voilà. Après ça évolue vers autre chose. J'ai pensé à une phrase que m'a dit ma mère, c'est lorsque je lui ai demandé mais comment est-ce que tu fais depuis toutes ces années pour rester comme ça, joyeuse et puis laisser les choses glisser sur toi. On a l'impression que tu vis pour toi, que tu as ton monde, mais ça n'est pas il y a pas spécialement de... Il n'y a pas d'enjeu à ce point-là. Tu parais bien dans ta peau. Et elle m'a dit, écoute, depuis que je suis toute petite, j'ai comme une flamme à l'intérieur. J'ai comme un feu qui brûle et qui est intense et qui me réchauffe. Et il est à l'épreuve de toutes les épreuves. Et je vous avoue que cette idée-là, je me suis dit, mais il faut absolument que je m'accroche à ça, parce que c'est ce qui va me permettre, moi, de pouvoir me définir dans le monde et faire de la place à l'autre. Et tout de suite, quand vous me posez cette question, en fait, j'ai envie de conclure par ce moment où, lorsque j'ai eu 50 ans, que je me suis retrouvée seule à Tel Aviv pour fêter ce jour-là mes 50 ans. J'étais dans un restaurant de Tel Aviv et je me suis dit, est-ce que tu te rends compte que tu as 50 ans, avec tout ce que tu as traversé, tout ce que tu as accompli, mais tu es seule le jour de tes 50 ans et je me suis dit, quelque part, je suis bien, je ne suis pas malheureuse d'être seule en ce jour. Et je me suis dit, en fait, ça veut dire que, en fait, ça y est, je m'accepte telle que je suis. Et tout mon parcours, ça a été ça. Je pense que le bonheur, c'est de parvenir à s'aimer, parce que c'est ce qui va permettre de faire de la place à l'autre. À partir du moment où j'ai pris conscience de cela le jour de mes 50 ans, le soir de mes 50 ans, eh bien, je me suis dit, mais en fait, c'est bon, je peux me remarier. Et vous l'avez fait? Et c'est ce que j'ai fait. Et vous êtes remarié à quel âge? Pas à 5 ans? Moi, je devais avoir... c'était l'année dernière à Jérusalem, donc j'avais 56 ans. Non, mais il fallait pas le dire. Oh non, mais moi, alors okay. Là-dessus... Non, mais pas de souci. Ah non, mais alors vraiment, en plus, j'ai vous les aucun... faites pas du tout, mais donc... exactement. Ouais,
Vraiment. Merci. Encore une fois, on va me dire je cire les pompes, mais bon, c'est pas grave. Aïe, aïe, aïe. Je suis le Michel Drucker du podcast. Quel souvenir heureux de votre enfance remonte spontanément à la surface là quand je vous interroge? Si vous devez me citer un souvenir heureux de votre enfance, lequel vient spontanément? Un souvenir heureux de mon enfance, c'est d'être avec mon père en vacances. Je me souviens, j'avais 3 ans, c'était en Guadeloupe. On venait d'arriver. Pour nous, c'était la toute première fois. Il y avait mon frère, ma sœur, mon père, ma mère. On arrive à Capesterre. Et en fait, ce qui moi, m'a vraiment marqué, c'est que j'ai vu mon père, qui est toujours tiré à 4 épingles, toujours en costume, cravate. Là, il était en short maillot de bain, pieds nus, avec ce qu'il appelait un coutelas, c'est-à-dire une machette, en fait. Et il grimpe à un cocotier. Il coupe des noix de coco. Il redescend avec, il les laisse pas tomber, parce que nous on est en dessous. Il redescend avec, il coupe la tête de ce coco, il la taille et il nous la met, moi il me la met entre les mains et je bois le jus de coco. Et ça c'est un souvenir incroyable. Et d'ailleurs depuis le coco est devenu mon fruit préféré. Et à chaque fois que j'en bois, que j'en consomme, que j'en détecte dans les aliments, il y a toujours cette image qui me revient. Ce moment avec ma petite sœur, où on buvait le jus de coco. Si je vous demande c'est quoi le livre, le film, la pièce de théâtre, ou la comédie musicale, ou la chanson, peu importe, qui vous a marqué de façon indélébile, et pourquoi? Vous me dites quoi? Je vous en accorde 2-3. Hein. Il y en a 2, ça a été une révélation et alors, ça a été décevant quand j'essaie de le relire justement pendant le confinement. Mais c'est ma sœur particulièrement qui l'avait lu, c'était Antigone de Anouilh. Bon, quand je l'ai relu, j'ai pas aimé du tout. Alors je me suis dit, bon, il faut... D'ailleurs, je suis pas allée jusqu'au bout, je me suis dit, non, il faut absolument que je reste sur cette impression que j'avais lorsque j'étais beaucoup plus jeune. Et il y a un livre, par contre, que je n'ai pas relu, mais qui m'a beaucoup marqué, c'est Demande à la poussière de John Fante. C'est un livre qui m'a quelque part parlé de ce qui pouvait m'attendre en tant qu'artiste. C'est-à-dire, il y a le temps qui passe, il y a la poussière, il y a les comment dirais-je, il y a comme une sorte comment est-ce que je peux dire ? C'est comme le poids du temps, les attentes. C'est-à-dire, je trouve que ce livre parlait bien de ce qu'est être artiste dans une forme de contemplation du monde autour, être très sensible à son environnement, à son voisinage, et puis partir dans des histoires qui vous arrivent comme ça et qui vous inspirent pour écrire des chansons ou pour simplement comprendre comment fonctionne le monde. C'est quelque chose que j'ai retrouvé d'ailleurs après en lisant Dian, Philippe Dian, c'est ça, c'est son prénom. Voilà, c'est vraiment, je pense, les 2 livres qui m'ont marqué. Après, moi, j'ai envie de vous parler du dernier livre que j'ai lu et qui, moi, me glace. Lequel? C'est Houri, de Kamel Daoud. Ah oui. C'est moi, vraiment, j'invite tout le monde à lire ce livre. C'est waouh! Ça m'a, mais j'ai dû poser le livre plusieurs fois parce que toutes les images et tout ce qui est raconté vous saisit et moi en tant que femme ça m'a profondément choquée. Voilà. Donc Et vous avez cité que 3 auteurs masculins. Est-ce qu'on peut avoir par exemple une auteure ou une écrivaine Nina Bouraoui. J'ai lu je crois pratiquement tout. Sauf peut-être les 2 derniers livres, mais sinon je pense que d'abord parce que je l'ai rencontré au début des années 90, et puis parce que lorsque j'ai découvert son écriture, ça m'a beaucoup touchée. Je trouvais qu'il y avait une sensibilité qui, même moi, m'a aidée à formuler des chansons, des idées, des mises en scène en fait dans les chansons. Dans la vie, de quoi ne voudriez-vous jamais vous priver, sous-entendu, pour être heureuse? Qu'est-ce qui vous manquerait de façon impossible si cette chose vous manque, ou cette personne vous manque, ou ce lieu vous manque, votre vie, elle deviendrait très compliquée.
Je crois que ce qui me manquerait le plus... Vous me dites peut-être votre mari, vous venez de vous marier il n'y a pas longtemps. Oui, c'est-à-dire je pensais à lui, j'ai pas envie de parler d'un objet, mais en même temps c'est plus qu'un objet, c'est vraiment un ami, moi c'est mon piano. Mon piano, avoir un instrument près de moi, c'est une opportunité incroyable. Pour moi, ça entrevoit l'avenir. Ça veut dire qu'il n'y a pas un jour sans que vous fassiez du piano, ou ça vous arrive de... Ah non, je peux rester... D'ailleurs, depuis que mon père est décédé, la source était complètement... tarie, arrêtée. Et en fait, elle revient petit à petit, justement, depuis que je me suis mariée, que j'ai retrouvé l'inspiration, la joie de vivre. Et bon, c'est vrai que je me dis souvent, d'ailleurs, j'ai eu comme une sorte de vertige quand on est rentré de Jérusalem. Je me suis dit, mais la vie a fait que on se marie à un âge tardif, et en fait, combien d'années nous reste-t-il à vivre ? Alors qu'on a autour de nous des gens qui fêtent leurs 50, 60 ans de mariage. Et nous, qu'est-ce qui... Vous voyez, il ne faut pas trop que j'y pense, parce que sinon ça monte et j'ai les boules. Parce que je sais que... et c'est ce que je dis d'ailleurs souvent à mon mari, je lui dis, il faut qu'on vive intensément les années qui nous restent à vivre, et les années qui nous restent à vivre ensemble en particulier. Parce que, voilà... Et se prendre la tête sur des broutilles, moi c'est ce que je lui dis souvent, ça ne m'intéresse plus du tout. Avant, je me serais pris la tête pour des trucs, je me serais énervée. Aujourd'hui, non. Et surtout, faut pas venir m'embêter avec des broutilles. Voilà. Et je pense que c'est quelque chose qui rejaillit sur tous les aspects de la vie, en fait. C'est pas juste à l'intérieur du couple, mais c'est aussi en dehors. Les obstacles, ça fait partie de la vie. Il faut savoir juste les contourner. Et je me dis toujours que lorsque quelque chose ne fonctionne pas, au contraire, c'est une opportunité. Je ne suis pas la première à le dire, mais en tout cas, je le ressens réellement. Alors vous le savez que, puisque vous m'en avez parlé en arrivant avant l'interview, que je partage exactement les mêmes problématiques, puisque moi aussi, je me suis marié très tardivement, enfin remarié, puisque j'avais été marié une première fois. Ouais. Nous avons cela en commun. Comme quoi, vous vous rendez compte quand même que de se marier à nos âges. Moi, j'ai toujours été admirative des gens qui avaient la capacité, même une fois qu'ils ont vécu et qu'ils ont souffert, forcément, qu'ils aient la capacité à s'engager. S'engager, vraiment, vis-à-vis de quelqu'un. Moi, je trouve ça... Alors, vous l'avez évoqué... Vous êtes de religion juive, vous êtes allé vous marier à Jérusalem, vous parliez tout à l'heure qu'à 50 ans, vous étiez à Tel Aviv, donc vous avez aussi connu un petit peu, ou beaucoup, la société israélienne. Oui. Mais c'est pas là-dessus que je vais vous interroger, ni même sur votre pratique religieuse, parce que ça, je pense que, moi je considère que, et je le dis souvent dans mon podcast, c'est une affaire intime. Tout à fait. Mais en revanche, je peux vous interroger sur votre rapport à la spiritualité et à la mort. Vous venez d'évoquer il y a quelques minutes le décès de votre père. Est-ce que vous avez un rapport spécial, bon, déjà à la spiritualité au sens large, et peut-être avec vos disparus ? Est-ce que vous avez un lien ou pas du tout ? C'est-à-dire, est-ce que moi j'ai des gens qui me disent je parle avec mes morts, il y en a qui me disent, et ils font pas tourner les tables, hein, c'est juste que il y en a qui essaient de repérer tous les signes, surtout dans les mois qui suivent le décès d'une personne. Est-ce que c'est votre cas ? Voilà. Donc votre rapport à la spiritualité et à l'au-delà, est-ce que c'est quelque chose d'important chez vous ? Vous savez, quand j'étais beaucoup plus jeune, je me souviens en 1976, très précisément parce que c'est le moment où ma tante est décédée et on attendait vraiment avec beaucoup d'impatience de la revoir. On était allé donc en Guadeloupe en 1971 et là, on y retournait. Et peu de temps avant qu'on y retourne, ma tante est malheureusement décédée. Et donc, s'en est suivi une longue conversation en plusieurs étapes avec mon père sur la façon d'appréhender le deuil. Mon père m'a enseigné, on va dire, la façon dont on devait parler avec nos morts. Il m'a toujours dit, je parle avec ma sœur, je parle avec mon père, je parle avec ma mère, je parle avec tous ceux qui sont décédés, et tu as la capacité de le faire. Et du coup, c'est quelque chose que j'ai beaucoup cultivé.
Et aujourd'hui, je peux dire que mon père ne me quitte absolument jamais. C'est très compliqué parce que ça monte. Je pense même que cette émotion qui monte, elle est la preuve que mon père est là. Elle est la preuve que mon père m'accompagne, qu'il me protège. Je pense à lui souvent, je prie toujours pour mes ancêtres. Chaque Adlakat Nerot, le vendredi soir, c'est toujours l'occasion de pouvoir parler justement à nos disparus, nos chers disparus, comme je dis toujours. Et je parle toujours des parents de mon mari, mais aussi de mon père et de mes ancêtres. Et je vous avoue que les moments les plus incroyables, c'est parce que moi j'ai une vie en rêve qui est très intense. Et moi je passe beaucoup de moments avec mon père en rêve. Et ça m'apaise vraiment pour des semaines. Il m'est arrivé d'ailleurs, par rapport même à des personnes que j'admire, mais que je n'ai jamais rencontrées, qui ne font pas partie de ma famille, mais qui font partie, on va dire, de ma culture en fait, et de mon imaginaire en tant que femme française pendant très longtemps. Ma chambre donnait sur la Tour Eiffel, et donc je la voyais à chaque fois s'éteindre le soir, et j'ai développé comme ça une passion pour Gustave Eiffel, et j'ai passé parfois des soirées en rêve avec lui, avec sa fille, à table, et ils me parlaient, ils étaient habillés comme au 19e, et c'était juste incroyable. Naturel. Oui, et ça revenait très très régulièrement. Ouais. Et voilà, moi j'ai... Alors, quelqu'un m'a dit ça pendant la fête de Pessah, justement. Je disais que lorsque le moment de contemplation pour moi, le meilleur est celui lorsque je peux me poser et observer un arbre et les feuilles d'un arbre. Pour moi, c'est comme si je voyais des personnes dans chaque feuille. Donc, alors certains diraient on peut dire que c'est peut-être le Birkat Ilanot, peut-être que ça a quelque chose à voir, mais depuis que je suis toute petite, c'est ça. Dès que je me pose devant un arbre et que je me connecte à cet arbre, j'ai accès à quelque chose qui me touche énormément, et ça me permet justement d'accepter le fait qu'il y ait deux mondes qui peut-être côte à côte ou l'un au-dessus de l'autre en tout cas, et qui me permettent moi de parler à mes ancêtres. Très particulièrement d'ailleurs, et c'est ce que j'ai écrit là récemment sur les réseaux sociaux à l'occasion de l'anniversaire de la mort de mon père, le fait d'être à 2000 mètres, comme c'était le cas au moment de l'anniversaire de sa mort, d'être dans les montagnes à 2000 mètres toute seule avec tous ces sentiers enneigés, ces cimes enneigées, et la sensation d'être proche, en fait, de cette création absolument incroyable, mais qui, du coup, moi, me fait connecter à mon père. Et penser à ce qu'il m'a dit, par exemple, la première fois qu'il a vu la neige. C'est comme il était guadeloupéen, j'ai une photo de lui pour la première fois dans la neige, ouais. À Marseille. À Marseille. Oui, je crois en 1955, si je me souviens bien. Oui. Et voilà, c'est l'occasion pour moi de... Il y a des endroits comme ça qui me permettent de connecter. Il y a des moments particuliers, bien sûr, des dates, des choses qu'on peut même définir sacrées. Voilà. Alors vous êtes une femme chanteuse, femme de musique, créatrice, créative. Vous avez composé des chansons, vous en avez aussi écrit, vous avez aussi écrit les paroles. Donc les mots, ça a de l'importance pour vous? Énormément. Et c'est quoi, donc si je vous demande, c'est quoi le mot de la langue française que vous préférez? Ou celui auquel vous pensez? C'est marrant. Là, instantanément. Pourquoi c'est marrant? Parce que j'y ai pensé la semaine dernière et on se disait à la maison quel est le mot qu'on préférait. Et alors? Bon, bah là, je vous avoue que vous me posez la question et ça y est, je l'ai plus. Le mot de la langue française, je ne saurais pas dire. Ça peut être celui auquel vous pensez là, hein. C'est pas forcément votre mot préféré, ça peut être celui auquel vous pensez à l'instant où on se parle là. Non, je ne saurais vous dire. Là, d'un seul coup, c'est dommage parce que très souvent je me dis il faudrait que. On peut attendre un petit peu, hein. Ça ouais. peut-être venir. Ça va me revenir, ouais. Plutôt à ce moment-là.
Alors, le bonheur, il dépend de beaucoup de choses. Il dépend aussi d'un certain nombre de certitudes. Vous l'avez dit, une certaine cohérence, une recherche de sens, quelque chose que vous avez mis du temps à acquérir. Mais si je vous demande si vous doutez souvent dans l'existence, et si oui, est-ce que vous doutez plutôt de vous ou plutôt des autres? C'est fou, hier soir, j'ai repensé exactement à ça. Il y a un film qui s'appelle The Doubt, je crois. Ouais. Et cet aveu de cette femme, je crois, religieuse, qui avoue vers la fin du film, mais j'ai un doute, en fait. Un doute par rapport à l'existence de Dieu, c'est quoi? Je ne sais plus, parce que mais c'est marrant parce que ça m'est revenu. Est-ce que je doute? Oui. Tout le temps. Et c'est là, malheureusement ou heureusement, c'est intrinsèque au métier d'artiste. Et en même temps, vous avez eu un succès tout de suite avec votre première chanson quasiment. Donc peut-être, on pourrait presque dire que vous en avez manqué de doute au début. Puisque dès le début, ça a cartonné. Donc vous auriez pu ne pas douter. La seule chose sur laquelle je n'ai jamais douté, dès le départ, c'est le fait que je n'avais pas... C'est-à-dire le fait de monter sur scène, je n'avais pas le trac. Aujourd'hui, je l'ai beaucoup plus. Parce que j'ai beaucoup plus de recul, beaucoup plus de connaissances, beaucoup plus d'acuité sur le fait qu'on puisse chuter parfois. Mais des doutes, les doutes, c'est dans la création. Par contre, après, très souvent, je me dis, mais pourquoi ne... Qu'est-ce qui a fait que je me suis arrêtée? C'est-à-dire que j'ai décrété qu'une chanson était terminée. Au moment où je la fais, bon, ça y est, c'est terminé. Le temps passe, et puis lorsque j'y reviens, je me dis, mais est-ce que je suis certaine d'avoir été jusqu'au bout de cette création? Là, j'ai un doute. Et je me dis parfois, est-ce que éventuellement, si l'occasion arrive sur scène de réarranger le titre, est-ce que je peux faire autrement? Et en fait, je me rends compte que non, je peux pas. Donc ça me rassure, et en même temps, je me dis, waouh, c'est figé, et ça veut dire que y a pas de comment dirais-je, il y a une certitude, on va dire, sur une chanson. Si elle est, quand elle est finie, elle est terminée, quoi. Je veux dire, il y a pas de... Ça a l'air un peu bizarre ce que je suis en train de dire, mais c'est quelque chose qui est, pour un artiste, qui est très, en tout cas pour moi, qui est très, qui parfois peut être très déstabilisant. Parce que parfois, je voudrais aller plus loin, mais pour des contraintes financières, pour des contraintes de temps, pour des contraintes parce que je n'ai pas les bonnes personnes. Parfois, j'ai conscience que je n'ai pas les bonnes personnes. Je sais que je vais être obligée de me limiter à ce que je voudrais faire en réalité. Dans toutes les professions, on a des compromis à faire. Ouais. On ne peut pas faire tout ce qu'on veut tout le temps. Ouais. Et ça, vous l'avez constaté effectivement tout au long de votre carrière. Ça, c'est clair. Et est-ce que vous avez constaté que les gens qui doutent s'entourent de gens qui doutent? Je prends la chanson d'Anne Sylvestre qui disait « J'aime les gens qui doutent ». Parce qu'effectivement, moi je constate que quelqu'un qui doute, déjà pour lui et pour, pas forcément des autres, mais qui doute dans la vie, n'est pas forcément enclin à aimer des gens qui ont des certitudes absolues, qui savent exactement, qui pensent tout le temps avoir la bonne réponse à toutes les questions. Ouais. Vous l'avez constaté ça? Oui, d'ailleurs, auparavant, au même titre que je n'avais pas de doute sur ma capacité à monter sur scène et à délivrer quelque chose, j'étais moins à l'écoute. C'est-à-dire qu'on ne pouvait pas me dire « Mais non, mais tu penses que... non, ta. » Ça veut dire quoi? Vous avez pris la grosse tête à un moment donné? Non, c'est pas la grosse tête, mais c'est d'être artiste et de savoir ce qu'on veut. Vous savez, je me souviens un jour, il y a eu cette conversation avec quelqu'un de mon entourage et qui me disait, je lui disais voilà ce que je voudrais faire en termes visuels pour telle chanson. Elle me dit ouais, mais non, bof. Alors je lui ai dit bah dis-moi ce que tu vois. Elle me dit je sais pas. Alors je lui ai dit, tu vois, la différence entre toi et moi, c'est que moi je sais que toi tu ne sais pas. Donc on va faire ce que moi je dis parce qu'il faut bien y aller, il faut bien faire. Donc c'est déjà assez compliqué quand tu es artiste d'être sûr de ce que tu veux faire. Pardon, mais quand on ne sait pas, quand on n'a pas d'idée très précise à avancer, c'est un peu bizarre de venir dire non, tu ne devrais pas faire comme ça, au nom de quoi? C'est une question de cohérence et d'authenticité. Être artiste et être chanteuse, en tout cas, la manière dont vous l'avez fait vous, c'est pas forcément le cas de tous les chanteurs et de toutes les chanteuses,
mais c'est quelque chose d'authentique, c'est quelque chose qui émane de vous. Ouais. Et c'est pas forcément avoir des certitudes, c'est que vous savez où vous voulez aller, tout simplement. Et où vous voulez pas aller, surtout. Vous savez, il y a une phrase qui me vient d'une artiste américaine qui s'appelle Erykah Badu. Et elle dit cette chose qui est vraiment très drôle. Excellente, Erykah Badu. Quand elle dit sur scène que elle veut présenter une nouvelle chanson qui, alors pour ceux qui connaissent, qui s'appelle Tyrone, qui est le nom imaginaire d'un amant, on va dire, ou d'un mari ou d'un compagnon. Et quand elle présente cette chanson, elle prévient le public pour leur dire attention aux critiques ou aux caisses. Elle dit now keep in mind that I'm an artist and I'm sensitive about my shit. Voilà. Ce qu'on va traduire par n'oubliez pas que je suis une artiste et que je suis sensible voilà. à votre comment dire à mon bidule, à mon machin, on va dire. J'ai adoré cette phrase. Donc vous avez intérêt à applaudir, en gros. Voilà, en gros, c'est ça, exactement. Je ne connaissais pas cette citation d'Erykah Badu, mais elle est excellente, effectivement. Et alors, si on reprend juste un peu en arrière, est-ce que vous avez trouvé le mot ou toujours pas? Non Le mot. Ah, invraisemblable. Invraisemblable. Ouais. Et alors, pourquoi invraisemblable? Invraisemblable parce qu'à chaque fois, je me demande s'il faut 2 S, s'il faut... juste par rapport à l'orthographe. Voilà, c'est l'orthographe. Et à chaque fois, j'ai l'impression de l'avoir bien orthographié et à chaque fois, je me trompe. Mais invraisemblable est aussi un bon résumé de la sensation de ce monde dans lequel on vit en ce moment. Il est parfaitement invraisemblable de voir tous ces mots, cette inversion des valeurs et cette... je vous avoue que je suis un peu... pas perdue, ouais. Mais vraiment, je me questionne parce que, voilà. Et invraisemblable, pour moi, c'est vraiment le résumé de ce qu'on vit en ce moment, pour moi. J'ai découvert il n'y a pas très longtemps qu'il y a pas mal de services funéraires qui donnent une liste de chansons aux endeuillés. Et j'ai découvert que parmi les 10 chansons, il y a une de mes chansons qui s'appelle « Tu planes sur moi ». Ah oui ? Et ça me touche énormément de penser que dans des moments où les gens ont besoin de continuer à vivre avec cette personne qui, pour elles, sont encore présentes. Tu planes sur moi. Je suis heureuse de savoir que ça peut les accompagner. Quelqu'un sur les réseaux sociaux m'a dit, on m'a donné une liste de chansons et il y avait la vôtre. Ça me fait du bien. Voilà, c'est très beau. Ah ouais, non, pour moi, c'est un honneur. Pour moi, c'est un honneur incroyable d'être présente dans des moments aussi cruciaux de la vie d'un homme ou d'une femme. Vous l'avez dit, la période, elle est très compliquée, elle est anxiogène, etc. Il y a beaucoup d'hostilité, il y a beaucoup de mots, comme vous avez dit aussi, de mots agressifs, etc. Ça pourrait être considéré comme un défaut. Mais au-delà de ça, au-delà de cette période particulière, de manière générale dans votre vie, quel est le défaut pour lequel vous avez le plus d'indulgence? Celui avec lequel vous vous dites, bon, ok, il a ce défaut-là, mais je lui pardonne parce que... Le moins d'indulgence, je crois savoir, parce que je vous suis un petit peu sur les réseaux sociaux. mais le plus, je ne sais pas. Voilà. C'est quoi celui où vous dites c'est pas grave. Concrètement, c'est pas grave. Oui, c'est embêtant, mais c'est pas grave. Mais peut-être vous allez me dire j'ai aucune indulgence. Moi, j'ai eu des invités déjà qui m'ont dit j'ai 0 indulgence dans la vie. Non, moi j'ai beaucoup d'indulgence et j'en ai d'autant plus que que j'ai un parcours. Qui m'a justement, en grandissant, amené à douter. Je peux pas... J'accepte que chacun ne pense absolument pas la même chose que moi. De l'indulgence, ça dépend de la gravité de la situation, ça dépend de la gravité du sujet. J'ai de l'indulgence par rapport, on va dire... tiens, j'ai beaucoup d'indulgence
pour les libéraux. Non, je plaisante. Pas vraiment. Non, j'ai beaucoup d'indulgence sur, on va dire, dans mon monde à moi, il y a des gens qui sont beaucoup plus attachés à certaines choses et d'autres qui le sont moins. Et ça, pour moi, il est essentiel, crucial d'avoir beaucoup d'indulgence. Voilà, et de laisser chacun faire son chemin, choisir son mode de fonctionnement, ses aspirations. Voilà, pour moi, la limite, en fait, c'est lorsqu'il y a des insultes qui fusent. Ça, pour moi, c'est la limite. Voilà. La France est un pays très pessimiste, je le répète à longueur d'épisodes. Et c'est entre autres ça qui m'avait poussé à créer ce podcast, parce que je l'ai fait dans une période où j'étais en pleine déprime et je me disais qu'est-ce que je peux faire à mon petit niveau pour essayer de redonner non pas de l'optimisme, mais essayer de faire réfléchir les gens sur la question du bonheur et sur la question du partage, sur la question de l'altérité, etc. Mais donc c'est un constat, la France est un pays relativement pessimiste. En général, les Français sont pessimistes globalement, collectivement, ils sont plutôt optimistes pour eux-mêmes, mais pessimistes pour leur pays et pour le monde. Vous, est-ce que vous vous rangez plutôt dans le clan des optimistes? Et qu'est-ce qui vous rend optimiste pour l'avenir? Parce que vous l'avez dit, en ce moment, la période n'inspire pas vraiment l'optimisme. Je suis plutôt pessimiste. Et j'essaye dans mon entourage de faire prendre conscience que tant qu'on n'aura pas retrouvé un sens à ce que nous sommes et à toute l'histoire qui fait aujourd'hui la France, tant qu'on n'a pas, tant qu'on aura envie de s'en extirper, eh bien on sera en grand danger. Moi j'aime... vous savez, je me souviens, il n'y a pas très longtemps, j'étais sur le pont qui relie Châtelet et le palais de justice, la place du Châtelet, et donc j'entrais dans la cité, l'île de la Cité, et d'un seul coup j'ai entendu les cloches de Notre-Dame. Et j'étais avec un ami, Samuel, il se reconnaîtra, ashkénaze de son état. Et je m'arrête, il me dit « Qu'est-ce que tu as ?» J'ai dit « Tu entends ? Les cloches de Notre-Dame. » Il me dit « Bah ouais, mais quoi ?» Je dis « Mais attends, c'est la France. C'est question que je te dise. » Je les entendais quand j'étais petite, je voyais la fanfare passer devant chez moi, enfin je voyais les majorettes. C'est fini tout ça. Quand tu entends les cloches à ce point-là, sachant ce qui s'était passé, c'était peu de temps après qu'il y ait eu effectivement l'inauguration de Notre-Dame. Je vous avoue que ça me laisse espérer quelque chose. Pour moi, je ne vois pas au nom de quoi beaucoup... j'ai des conversations qui moi, me bouleversent. Parce que les gens sont dans une telle détestation d'eux-mêmes. Et je trouve ça mais invraisemblable, à quel point ils voient en l'autre quelque chose de mieux que ce qu'ils ont eux. Alors que les autres qui viennent, justement, fuient des cultures qui les ont empêchés de s'épanouir culturellement, ou même d'un point de vue d'un point de vue démocratique, d'un point de vue même du rapport entre les hommes et les femmes. Je vous avoue que moi, je suis très pessimiste parce que je trouve que les gens sont dans une bien-pensance qui les empêche de voir ce qui se passe et de prendre la mesure et de réclamer que des choses soient faites. Je vous avoue, je ne suis pas pessimiste en ce qui concerne mon monde intérieur. Et heureusement que j'ai, on va dire, des choses auxquelles je crois profondément. Mais je suis très pessimiste sur tout ce qui se passe. Je pense qu'on n'a pas idée de ce qui nous attend. Voilà. En tout cas, moi, vous savez à quoi ça m'a fait penser, votre volée de cloches de Notre-Dame. Ça m'a fait penser tout récemment sur France 2 est passé les 3 grands procès captés, notamment le procès de Klaus Barbie. Ouais, mon mari m'en a parlé. Ouais. Et au moment où il y a plein d'épisodes dans le procès de Klaus Barbie qui sont absolument terrifiants, avec des témoignages terrifiants, etc. Et des passes d'armes entre Jacques Vergès et les avocats de la partie civile, etc. Ouais, et avec le juge, enfin des choses
absolument incroyable. Mais l'épisode qui m'est resté, moi, 2 jours ou 3 jours après, c'est qu'au moment où Jacques Vergès va pour prononcer faire sa plaidoirie, il est interrompu par une volée de cloches d'une cathédrale de Lyon qui est juste à côté du tribunal, et pendant de longues secondes, il va pas pouvoir parler. Il est littéralement... Voilà, il peut pas parler. C'est génial. Et du coup, comme s'il y avait quelque chose, comme si Dieu avait envoyé lui avait envoyé un message. Alors il prend ça avec le sourire, avec son sourire pincé, mais les parties civiles sont effectivement morts de rire. Même le procureur de la République, le procureur qui était dans ce procès rigole, et même le juge, je crois. Voilà, cet événement-là m'a marqué. Alors oui, c'était la France, les cloches qui sonnaient, etc. Et c'était la France immortelle, on va dire, qui venait faire taire quelqu'un. Bon, on pense ce qu'on veut de Jacques Vergès, mais c'était quand même pas un bon type, quoi qu'on en pense. Quoique, voilà, Klaus Barbie avait le droit à une défense, d'ailleurs qu'il a partiellement refusé, puisqu'en fait il ne voulait jamais s'exprimer, si ce n'est à la fin. Voilà, mais en tout cas cette volée de cloches m'a fait penser à ça. Et pour terminer, simplement j'ai envie de vous demander, parce que j'ai envie que vous soyez heureuse, et que quand je fais venir des invités dans mon podcast, j'ai envie qu'ils partent de ce podcast en me disant j'ai appris peut-être même des choses sur moi en parlant, etc. Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter pour les prochaines semaines et les prochains mois à venir? Pour être heureuse, hein. De bons moments sur scène, et puis de belles rencontres avec le public, parce que j'aime beaucoup c'est ce que d'ailleurs c'est ce que j'essaye toujours d'écrire, s'agissant des artistes populaires qui décèdent, comme par exemple récemment, que ce soit l'année dernière, je crois que c'était l'année dernière, Linda de Souza, ou que ce soit Herbert Léonard. Tous ces artistes sur lesquels beaucoup posent un regard très condescendant, mais parce que justement très très populaire, d'une France profonde, qui aime sincèrement les artistes, qui les accompagne coûte que coûte, vaille que vaille, dans des endroits où, dans des petits villages ou dans des petits galas. Je trouve que moi, ça me plaît de penser à ce public-là. Moi, c'est ce public-là que et alors, vous allez les rencontrer où et quand? Est-ce que vous faites partie, par exemple, de la tournée Star 90 ou pas? Non, mais par contre... je vais faire une tournée. Alors là, c'est tout à fait particulier. On m'a proposé, et d'ailleurs, au moment où on m'a appelé pour me le dire, on m'a dit écoute d'abord ce que je vais te proposer avant de réagir. Tu réfléchiras ensuite. Et on m'a proposé de faire des concerts dans des campings. Et au départ, je me suis dit, mais c'est étrange. Qu'est-ce que je vais faire dans un camping? Alors, je sais qu'il y a des artistes qui le font, mais en fait, je me suis dit, mais... pourquoi est-ce que je pourrais pas aller chanter du Roberta Flack ou même mes propres chansons dans un camping? Là, vraiment, je rencontrais les gens. Et du coup, j'ai réfléchi, j'en ai parlé à la maison, et donc on s'est dit que ça avait du sens. Et la réaction, chaque fois que j'en parle, mais tu comprends, mais Laura Mel ne peut pas faire ça. Et alors je leur dis, bah si, justement. Les gens ont le droit, eux aussi, d'entendre de la musique telle qu'ils n'en entendent plus aujourd'hui à la radio. Il y a énormément de choses sur lesquelles les gens... très souvent, aujourd'hui, on me met... on vous catalogue. On me catalogue en disant, c'est anti-Aya Nakamura. Je trouve ça trop drôle. Parce qu'en fait, je suis noire, et donc les gens vont essayer de comparer en France de ce qui se fait. Mais je pense effectivement que aller à la rencontre du public, même dans des instants comme cela, ça a du sens. Peut-être parce que c'est pas simplement parce que vous êtes noir, peut-être aussi parce que vous avez un côté diva. C'est-à-dire vous l'êtes pas... Moi, diva, non, mais ils imaginent, voilà, je vais pas dire que moi je pense que vous avez un côté diva, je vous connais un tout petit peu je vois que vous êtes tout à fait pas, vous êtes très éloigné dans votre comportement d'une diva. Mais peut-être qu'ils ont cette image-là de vous. Ils croient que, puisqu'ils vous connaissent pas bien, que pourquoi aller se produire dans un camping alors qu'elle est voilà, vous pourriez être chanteuse d'opéra, quoi, en gros. Je résume, mais en réalité, vous montrez votre attachement aux gens, public populaire. Au public populaire. Et vous l'avez dit tout à l'heure, c'est important. Qu'on s'appelle Herbert Léonard, Linda de Souza, Daniel Lévy ou à l'époque Mike Brandt, dont on fête dans 2 jours le 50e anniversaire du décès. C'était des gens qui avaient une haute valeur, mais qui savaient
parler aux gens. Exactement. Leur chanter des choses qui leur faisaient du bien. Vous savez, il y a dans le fait pour produire de la musique, bon, c'est toujours très très compliqué, ça coûte beaucoup d'argent, c'est pas toujours évident, mais aller à la rencontre du public, c'est quelque chose qui n'est pas toujours facile. Et la plupart du temps, c'est vrai, il y a des gens qui me disent « Mais pourquoi est-ce que tu ne fais pas une résidence dans ta... » Je dis « Mais tu ne peux pas savoir le nombre de messages de gens qui... » Quand je fais un concert, moi j'ai l'impression d'avoir fait un concert et d'avoir parlé presque à la terre entière, entre guillemets, voilà, parce que quand on s'adresse à son public, on a l'impression de parler à la multitude quelque part. Sauf qu'on reçoit des messages, on nous dit « Mais pourquoi pas nous ? Nous, on est là, nous, on est dans telle ville, on est dans le sud, on est dans l'est, on est dans l'ouest. » Et là, au contraire, c'est l'occasion d'y aller. Mais toute seule, hein. J'y vais pas avec un groupe, c'est juste moi, mon piano, et c'est tout. Et moi, je trouve ça extraordinaire d'aller justement à la rencontre des gens et de ne pas tout de suite imaginer... tout un Barnum. Moi, je l'ai fait, par exemple, j'ai fait la tournée Top 50, c'était super par ailleurs, mais je ne pouvais pas... Voilà, je pouvais, si j'avais voulu faire un hommage à Roberta Flack, bah, écoutez, c'est pas le sujet, voilà. Alors que là, les gens peuvent vraiment... comme le Native Songbook, en fait, juste piano-voix, ce que j'ai fait, pour moi, c'est vraiment l'occasion de donner quelque chose qui est très intime. Voilà, c'est-à-dire être comme à la maison, avec le piano. Eh ben c'est génial. Eh ben on vous souhaite plein de bonheur et on vous souhaite des super concerts dans les campings et ailleurs. Grazie mille. Et voilà, votre côté diva, grazie mille, tout de suite on imagine. Bon, en tout cas, merci infiniment d'être venu vous prêter à cet exercice qui n'est pas forcément simple. Vous correspondez avec l'image que je me faisais de vous, c'est-à-dire une personne bienveillante, solaire, et merci beaucoup, tout simplement. Ben, c'est moi qui vous remercie de cette occasion de vous rencontrer et puis de parler à votre auditoire. Voilà. Et à très bientôt, Laura. À très bientôt. Au revoir. À bientôt.